On pourrait s'imaginer à des milliers de kilomètres de la Suisse, tellement l'endroit ici est particulier et sauvage. Nous sommes dans la réserve naturelle des Grangettes, près du Bouvray, et ce canal nous mène vers une autre réserve, d'eau cette fois-ci, une des plus grandes du pays, le lac Léman. De plus en plus de particuliers, par des gestes simples, sont déjà sensibles à la préservation de l'eau. Certains ont décidé de pousser l'exercice plus loin en récupérant et recyclant l'eau de pluie, parfois par obligation, parfois par idéologie. Regardez ce reportage que nous avions tourné en juillet 2018. Au fur et à mesure que l'on prend de l'altitude, la nature reprend ses droits. La Bariette, un restaurant comme suspendu entre ciel et terre, entre lac et montagne, loin des tuyaux, des connexions et des réseaux d'eau. Ici, le salut vient du ciel, grâce à ce grand toit incliné, et en ce début de saison, tous les signaux sont au vert. Toute l'eau qu'on utilise est récupérée par ce toit, directement avalée par les chenaux, pour ensuite être récupérée en bas dans une sorte de citerne d'à peu près 30 à 40 000 litres. Pour l'instant, on est plein, on a eu quelques orages, surtout un beau hier soir, donc la citerne est complète, effectivement. Je pense qu'on est à peu près à 35 000 litres. Le dernier géranium avant l'arrivée des premiers clients. Sur la carte, fondue, assiette de charcuterie et autres spécialités, avec pour commencer une boisson. Oui, on a fait une marche. Vous avez juste de l'eau en carafe? Alors l'eau, ici on est sur eau de pluie, on peut servir l'eau qu'en bouteille, voilà. L'eau est potable, filtrée et contrôlée, mais par précaution ou raison commerciale, on préfère ne pas la servir aux clients. De 60 à 200 couverts par jour, une consommation quotidienne de 1000 litres. L'essentiel de la partie se joue en cuisine, le poste le plus gourmand, et s'attaquer à un caclon de fondu requiert une stratégie ciblée. Enlever vraiment tout le reste du fromage, si possible, au plus propre. Le tremper ensuite dans l'eau de récupération d'une des machines. On prend vraiment toute l'eau, elle est savonnée, il y a du produit dedans. Et ensuite, directement après, dans la machine appropriée. Mais la reine de l'économie, c'est elle, le cœur du système, sans lequel rien ne serait possible. Les machines à laver sont des machines professionnelles. Elles utilisent à peu près 3 litres par cycle. Un cycle, c'est 3 minutes. On peut en faire jusqu'à 10-20 en 1 heure. Donc c'est vraiment l'endroit où on consomme le plus d'eau dans tout ce bâtiment. Consommer dans un souci permanent d'économie. Aux toilettes, un broc de 3 litres remplace avantageusement la chasse d'eau. Un maillon indispensable dans le fonctionnement de ce restaurant, suspendu au verdict du bâton de pluie. On fait à peu près du 5000, 7000 litres en une semaine. S'il y a vraiment beaucoup de monde. On s'inquiète, je dirais, vous avez autour des 10 000 litres, surtout s'ils annoncent pas du tout de pluie les jours qui suivent. Y a-t-il un risque de pénurie? On est dans un pays où il pleut, où la pluviométrie est assez régulière. Normalement, ça passe. Depuis 10 ans qu'on est ici, à peu près, on n'a eu qu'une fois le problème de manque d'eau. Donc c'est quelque chose qu'on arrive à gérer. Si l'eau de pluie ne coûte rien, aux surprises, son exploitation globale reste chère, entre 3 et 4 000 francs par saison. Elle, effectivement, n'est pas du tout économique. On a un réservoir de récupération d'eau sale qu'on doit justement également, je dirais, purger et qui nous coûte plus cher que si on était sur un réseau comme en ville ou une situation normale. En fait, le prix de l'eau à la Bariette, c'est le prix de l'évacuation des eaux sales. Dépendre des nuages dans ce restaurant d'altitude, une invitation à scruter le ciel. Mais le royaume de l'eau de pluie, c'est ici. Et l'hôte de ces lieux privilégiés s'appelle Georges. Georges n'aime pas la pluie. Et pourtant, ce jardin ne parle que d'elle. De la pluie et de son meilleur allié, un biologiste passionné qui ne compte pas ses heures. On va laisser prendre. Voilà un bébé libellule. Il ruse d'ingéniosité pour profiter à moindre coût de cette manne venue du ciel. Donc ça, c'est des réservoirs que j'ai eu d'occasion et qui ont contenu des boissons. Donc pas de souci pour le jardin.
Donc là, en bon orage, j'arrive à remplir facilement, en tout cas 1 mètre cube. Mais aussi d'alimenter des bassines, des fûts de champagne ou encore ces tonneaux d'occasion achetés chez un vigneron. Ici, c'est une dérivation toute simple qu'on trouve dans le commerce. Ça coûte pas cher, une 50aine de francs. Il faut juste couper un petit bout de la descente d'eau ici pour pouvoir insérer cette pièce-là. Et puis l'eau est dérivée automatiquement par ce tuyau. Tout est récupéré, ouais. Il n'y a rien de neuf. Si on doit payer, je sais pas moi, des centaines ou des milliers de francs pour récupérer de l'eau de pluie, finalement ça fait de l'eau très luxueuse. Des tuyaux, des gouttes à gouttes. Ici, tout glougloute dans le bonheur de ce paradis vert. Christian, tel un marionnettiste, réajuste la ligne de vie entre salade et autres légumes. Ça fait 400 millions d'années que les plantes poussent avec de l'eau de pluie, donc il n'y a pas de raison de changer un système qui marche bien. C'est une eau qui n'est pas chargée en calcaire, qui n'est pas chlorée. Et dans ce jardin, les tuyaux d'arrosage suivent le sens de la pente, comme autant d'artères indispensables à la vie. Plus qu'un mode de vie, une vraie philosophie. Moi j'aime bien savoir d'où viennent les choses que j'utilise. Alors en récupérant l'eau de pluie, on sait d'où vient cette eau, du ciel. Et puis on se donne la peine de la conserver, d'en prendre soin. C'est une façon de s'approprier une matière et puis d'apprendre à en faire quelque chose qui a du sens. On dit que la Suisse est le château d'eau de l'Europe. Avec ses lacs, ses cours d'eau et ses glaciers, notre petit pays referme près de 6% des réserves naturelles d'eau douce de l'entier du continent européen. Mais avec le réchauffement climatique, ces réserves diminuent déjà et la tendance n'est pas près de s'arrêter. Alors nous sommes sur le lac Léman, une des plus grandes réserves d'eau douce et de pompage de notre pays, en compagnie de Marianne Milano. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes hydrologue. Alors on utilise beaucoup cette expression, le château d'eau de l'Europe pour la Suisse. Pourquoi est-ce que finalement on l'utilise pour la Suisse alors qu'il y a certains pays avoisinants qui ont aussi des lacs, qui ont aussi des glaciers, qui ont aussi des cours d'eau? Alors il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. Tout d'abord, c'est clairement, comme vous l'avez dit, qu'on a les montagnes avec la présence des glaciers, présence de neige. On est aussi un des pays avec le plus grand nombre de lacs. Mais aussi, on est à l'origine de plusieurs cours d'eau européens comme le Rhône, le Rhin, l'Ar ou encore des affluents du Danube comme l'Inn par exemple. Alors on est plutôt chanceux d'avoir autant de ressources, mais ces ressources-là, elles ne sont pas inépuisables. En effet, alors on a déjà rencontré quelques situations de sécheresse et qui ont engendré des situations de pénurie d'eau. Et puis cette situation est amenée à se reproduire avec les changements climatiques et anthropiques à venir. En fait, on a l'augmentation des températures et notre atmosphère qui se dilate. Notre atmosphère, en se dilatant, a une capacité évapotranspiratoire, donc de teneur en eau qui est plus importante. Donc ce qui va entraîner ces situations de sécheresse plus longues. Et puis lorsque notre air, par contre, lui sera saturé en eau, soudainement, on va avoir des gros orages, des gros événements extrêmes de précipitations qui vont avoir lieu. Et c'est en fait cet effet de yo-yo de capacité en eau de notre atmosphère qui va générer des événements extrêmes de sécheresse et de précipitations plus fréquents et plus intenses. Alors ça, c'est des conséquences à court terme. Quelles seraient les conséquences à long terme? Alors ça va dépendre de la région dans laquelle on va se situer. Si on se situe là dans toute la partie de l'arc lémanique, ces changements climatiques, ça va engendrer en fait une diminution des précipitations sous forme de neige, davantage sous forme de pluie, et donc du coup on va se retrouver avec moins d'eau dans nos rivières l'été qui sont habituellement alimentées par la fonte des neiges. Et puis après, il y a un autre secteur qui est affecté, c'est les régions alpines, où là, par contre, on va avoir la fonte des glaciers, et où initialement, la fonte des glaciers va engendrer une augmentation de la ressource en eau disponible, puisque notre glacier fond. Mais après, quand notre glacier aura disparu, et finalement, on aura une diminution des ressources en eau, et là, on aura même des niveaux inférieurs à ceux qu'on observe aujourd'hui. Et ça, c'est à quelle échéance? Alors, l'augmentation des niveaux d'eau à cause de la fonte des glaciers, ce serait à l'horizon 2050. Et puis, par contre, la diminution en dessous des niveaux observés, c'est 2080. Donc finalement, c'est quand même à un horizon assez proche. C'est pour notre prochaine génération.
Tout à fait. Alors ça, c'est le grand enjeu dans la gestion de la ressource en eau, c'est que c'est un problème intergénérationnel. Les solutions qu'on prend aujourd'hui, il ne faut pas les voir uniquement de notre point de vue actuel sur les 10 prochaines années, mais vraiment le voir sur du long terme et voir comment ça peut affecter les usages de l'eau et la disponibilité de la ressource en eau sur plusieurs dizaines d'années. Merci beaucoup. On vous retrouve dans un instant. Merci. Je vous emmène à présent sur une île qui n'a plus vu tomber une seule goutte d'eau en près de 3 ans. Le Cap-Vert s'assèche, mais heureusement l'île vit une petite révolution grâce à une nouvelle technologie qui permet de dessaler l'eau de mer. L'eau potable est aux portes des villages. Le reportage de Pierre Morel. Depuis quelques années, le Cap-Vert ne porte plus très bien son nom. Bientôt 4 ans que la pluie ne tombe plus. Pour les Cap-Verdiens, les vertes vallées sont un lointain souvenir. Les hommes et la terre ont soif. Face à la pénurie, le balai des camions-citernes est incessant. Des centaines de personnes se sont spécialisées dans la vente de l'or bleu. Les rares réserves d'eau privées sont assaillies. Tous les jours, je viens faire le plein 2 ou 3 fois. José Miranda est vendeur d'eau. Il s'est lancé dans le business il y a 4 ans. Plein d'autres collègues viennent ici avec des camions bien plus grands. Des camions de 16 tonnes. Moi, je n'ai que 5 tonnes. Cette activité assure à José des revenus très confortables. 1000 francs suisses par mois dans un pays où le salaire moyen ne dépasse pas les 300 francs suisses. Beaucoup de gens vivent de l'agriculture, mais les puits sont à sec, alors ils ont besoin qu'on vienne les approvisionner. Dans les localités éloignées, le réseau public de distribution d'eau est quasi inexistant. Dans 5 minutes, je suis là. C'est un particulier qui a besoin de 5 tonnes à son domicile. Dans certaines localités, les gens passent 2 à 3 semaines sans eau. Quand un camion arrive dans le village, les gens se jettent sur le camion juste pour réussir à avoir 1 ou 2 litres d'eau. On voit parfois même des gens se battre. Le Cap-Vert, cet archipel d'îles pourtant cerné par les eaux de l'Atlantique, traverse un épisode de sécheresse historique. À 1 heure de la capitale, isolé au bord de l'océan, le petit village de Moya Moya. Dans ce décor de Far West, battu par le vent du Sahara, tous les habitants vivent de l'agriculture. Ignacio Montero est le chef du village. Impuissant, il a vu les années de sécheresse dévaster sa communauté. Ici, c'était le puits où on tirait l'eau. C'est ici que la communauté se servait en eau pour sa consommation et aussi pour cultiver, donner à boire aux animaux. Le puits s'est asséché, petit à petit, l'eau de mer s'est infiltrée, elle a contaminé l'eau avec le sel. Le puits a été abandonné. Aujourd'hui, elle est impropre à la consommation pour une quelconque activité. Même les animaux ne peuvent pas la boire. Les trop faibles précipitations au Cap-Vert n'ont pas permis de renouveler l'eau des puits, des barrages et des nappes phréatiques. Le long des côtes, au fil du temps, l'eau de mer s'est infiltrée partout. Nous étions très préoccupés. Quand le village a été touché par une épidémie de choléra, nous avions besoin de beaucoup d'eau. Et nous n'avions pas d'autre solution que de consommer cette eau salée. Plus une goutte d'eau douce pour boire, se laver, donner de l'eau aux animaux, arroser les cultures. Le village de Moya Moya a traversé le pire. Mais depuis 1 an, tout a changé. Pour ne plus laisser ses habitants à sec, ce village est devenu le laboratoire d'un test grandeur nature. Tiens, regarde, nous ne sommes pas les premières de la journée, Kelly. Vanda et sa nièce Kelly viennent chaque jour jusqu'à ce réservoir, à quelques minutes de marche du village. Allez, on va remplir tous ces bidons. Avant, on devait aller jusqu'à Praia, la capitale. Un bidon de 25 litres nous coûtait 50 escudos. Après, on devait payer le transport et ça nous coûtait 50 de plus. Et à l'arrivée, 25 litres d'eau nous coûtait 100 escudos. Aujourd'hui, tout le village se sert ici. Au milieu de ce paysage désertique, ce réservoir de 40 mètres cubes est rempli d'eau potable. Le précieux liquide est produit à volonté, grâce à la mer et au soleil.
Deux choses qui ne manquent pas au Cap-Vert. L'eau douce est produite par une usine de dessalement fonctionnant exclusivement à l'énergie solaire. L'eau est pompée ici, à quelques mètres de profondeur, dans une nappe phréatique infiltrée par l'eau de mer. La machine à dessaler tient dans ce petit conteneur. Je suis en train de mesurer le taux de salinité de l'eau. Là, le taux est très bon. Comment dire adieu aux 35 grammes de sel contenus dans chaque litre d'eau de mer? C'est dans ces longs tubes blancs que la magie opère. L'eau de mer arrive par ce tube, elle passe par ce filtre qui retire les plus grosses impuretés, les résidus plastiques et les algues, puis elle passe par ce second filtre et elle arrive dans cette pompe. Cette pompe, c'est une pompe à haute pression qui envoie l'eau dans ces autres filtres. Dans ces tubes, c'est comme s'il y avait de minuscules passoires. L'eau passe, mais les passoires successives retiennent le sel. L'eau sursalée retourne dans la mer et l'eau douce est produite et elle sort ici. Et là, l'eau est bonne à consommer? Oui, prête à consommer. 7 jours sur 7, cette machine, développée par une société française, produit jusqu'à 60 mètres cubes d'eau douce. Coût de l'installation, 160 000 francs suisses. Le mécanisme est totalement autonome. Il s'allume et s'éteint au rythme du soleil. Contrairement aux usines de dessalement fonctionnant au fioul, coûteuses et extrêmement polluantes, cette usine et ses 200 mètres carrés de panneaux solaires fonctionnent sans dégrader l'environnement. Utiliser de l'énergie solaire et non de l'énergie fossile et polluante, ici au Cap-Vert, c'est essentiel. Dans un pays où on veut changer le paradigme de la pollution, abandonner la consommation de plastique et arrêter d'utiliser une quelconque énergie venant du pétrole. Alors commencer par produire de l'eau avec des panneaux solaires, c'est essentiel pour nous. Avec du soleil et de l'eau de mer à proximité, la solution est reproductible partout où il manque d'eau. Au Cap-Vert, 2 stations de dessalement ont déjà été installées. 40 devraient être mises en service d'ici 5 ans. À Moya Moya, l'installation de cette usine a littéralement changé la vie de tous ces petits agriculteurs. À commencer par leur alimentation. Fini le régime 100% patates. Ils récoltent maintenant en abondance aubergines, maïs, courgettes et pastèques. Joël et Liane n'avaient connu que la survie et l'agriculture de subsistance. Aujourd'hui, ils produisent toute l'année des tonnes de fruits et légumes. Aujourd'hui, je cultive 1600 mètres carrés de terre. Avant, je n'avais que 100 et quelques mètres carrés. Ça a beaucoup augmenté. Il y a 1 an, ils arrosaient encore leurs tomates avec de l'eau salée. Dans leur champ, désormais entièrement irrigué, le bruit du goutte à goutte sonne comme une bénédiction. Avant, on cultivait des tomates, mais on n'y arrivait pas comme aujourd'hui. Il y en avait beaucoup qui brûlaient à cause du sel. Maintenant, on a même des betteraves et des carottes pour la première fois. Encore plus ici, dans cette zone isolée, je ne pensais pas qu'un jour on pourrait réussir à s'en sortir grâce à l'eau de mer. En la transformant en eau potable. Jamais je pensais que ça deviendrait une réalité chez nous. En vendant ses récoltes sur les marchés, Joël gagne 300 francs suisses par mois, l'équivalent du salaire moyen au Cap-Vert. On en a ramassé pas mal aujourd'hui. L'arrivée de l'eau douce et des revenus qui en découlent ont amélioré le confort de beaucoup de familles qui vivaient dans l'extrême pauvreté. On a réussi à s'acheter une machine à laver. Et ici, on a même une télé maintenant. Avant, on n'avait pas tout ça. La famille s'est aussi agrandie. La petite Fabi est née il y a 1 an. Vanda, elle, peut désormais donner à boire aux enfants jusqu'à plus soif. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est tout. Maintenant, on peut boire de l'eau quand on veut. Et on n'a plus à aller taper à la porte des voisins pour en demander. Moya Moya est devenue une oasis de paix et de verdure où chacun ne vit plus dans la peur de la sécheresse et de lendemains difficiles. L'eau salée deviendra-t-elle l'avenir de l'eau potable? Selon l'ONU, d'ici 10 ans, 40% de la planète pourrait être touchée par une crise hydrique.
On vous retrouve, Marianne Milano, ici sur le lac Léman. Alors c'est vrai qu'on le voit en Suisse, on est quand même des privilégiés. Effectivement, on tourne un robinet et on a de l'eau potable. Mais est-ce qu'un jour on pourrait manquer d'eau potable, ne plus en avoir du tout? Normalement, non, ça va dépendre à quelle échelle temporelle on se situe. Au niveau annuel, clairement, il y a peu de variations à venir dans la disponibilité en termes de volume sur l'ensemble de la Suisse. C'est une variation de plus ou moins 10%. Donc ça ne changera pas. Par contre, c'est au niveau des saisons où là, ça va pouvoir changer. Notamment, donc, comme je vous disais tout à l'heure, avec les précipitations qui seront davantage sous forme de pluie que sous forme de neige. Donc du coup, on aura moins de ressources en eau dans nos cours d'eau et potentiellement dans nos lacs de l'été ou au printemps. Et c'est aussi un moment où on a le plus besoin d'eau. Pour nous, nos propres besoins, mais aussi pour l'agriculture, élevage et irrigation. Donc ça veut dire qu'il risque d'y avoir des restrictions. Les Suisses ne sont pas tellement habitués aujourd'hui à avoir des restrictions pour arroser, laver ses voitures, sauf en cas extrême. Mais ces restrictions pourraient être à l'avenir plus grandes. Alors en effet, on a déjà rencontré ces premières restrictions en 2003, 2011, 2015. C'était vraiment les premières années. Et en effet, ces restrictions sont amenées à se renouveler avec ces situations de pénurie qui pourraient arriver de plus en plus fréquemment. Et puis là, il va falloir, en tant qu'individu, se heurter au fait que notre voiture ne sera pas toujours propre, notre gazon ne sera pas toujours vert et notre piscine, elle ne sera peut-être pas toujours à débordement. Absolument. Mais il y aura toujours le lac, en tout cas ici. Tout à fait. On parle d'or bleu, d'une ressource en tout cas très précieuse. Est-ce que cette ressource pourrait, dans un moyen ou long terme, coûter cher, voire très cher? La notion d'or bleu, elle vient du fait qu'on est de plus en plus à avoir besoin de cette ressource qui a tendance à diminuer avec les changements climatiques. Donc c'est vraiment ces conflits entre usages qui entraînent cette notion d'or bleu. Pour l'instant, la tarification de l'eau n'a pas d'influence sur la consommation en eau, puisque c'est quelque chose dont on a besoin. Donc ça va avoir peu d'impact, mais en effet, on peut s'imaginer à ce que la tarification soit amenée à évoluer à la hausse du fait que les traitements de l'eau soient plus coûteux ou les pompages soient plus coûteux. C'est ça finalement qu'on paye sur notre facture d'eau. Ce n'est pas l'eau en tant que telle, c'est les services qui sont associés autour de l'approvisionnement en eau potable. Mais est-ce qu'un jour on devra payer l'eau et le traitement, mais d'abord l'eau, la matière? Alors ça sera des décisions à prendre par les communes, puisque c'est les communes qui gèrent la tarification de l'eau. Il y a autant de services de tarification que de communes en Suisse, mais il est peu probable que l'eau en tant que telle soit payante, puisque c'est un droit qui a été défini par les Nations Unies. Donc c'est peu probable que l'eau en tant que telle soit payante, mais par contre les services, ça clairement, c'est payant. Merci beaucoup pour votre éclairage. Merci beaucoup. Merci.